La dernière intervention pour ce soir, et ensuite nous conclurons avec la lecture d'une lettre qui, on laissera à Simon le loisir de la lire. Donc Anaëlle, qui est séparée de Joséphine parce que Joséphine est martyrisée par des professeurs d'université qui, de prépa, sont les pires, qui effectivement l'ont coincée en colle. Donc on parle beaucoup de la violence faite aux femmes, et donc effectivement la dernière à parler sera Anaëlle, qui est l'incarnation de la femme fragile, douce et soumise, et je lui donne tout de suite la parole. À vous, Anaëlle. Merci pour cette présentation. Donc, moi je vais quitter le cadre strictement médical pour vous parler d'un sujet qui est d'actualité. Je pense que certains l'ont vu. Samedi, il y avait une grande marche contre les violences faites aux femmes, parce qu'on en est déjà, on est en novembre, le 27 novembre. Il y a déjà 138 femmes qui sont mortes sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons. Et ça nous invite à réfléchir à la notion du consentement et même des consentements dans le mariage. Alors je vais expliquer ce pluriel tout de suite. Le mariage, on connaît tous la phrase rituelle qui est « oui, je le veux ». Sauf que parfois, c'est pas vraiment moi, c'est mon père, ma mère, c'est la communauté. Et le consentement n'est pas demandé ou n'est pas écouté dans mon mariage. Et quand bien même ce consentement, pourtant indispensable, aurait été écouté au moment du mariage, on se dit oui pour le meilleur et pour le pire, mais ça ne donne aucun droit à celui ou celle que j'épouse de me faire subir le pire. Et ce consentement, pour aujourd'hui et pour toujours, ne vaut donc que jusqu'au jour où l'un des deux, le premier, dira non. La loi française est très claire sur la place du consentement dans le mariage, puisqu'il est dit, je cite, que le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux, et que donc il n'y a pas de mariage sans consentement. Et pourtant, on constate qu'il existe des mariages forcés. Alors certes, ça nous apparaît très loin, on se dit qu'en France, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Pourtant, Hélène Conway-Mouret, qui était ministre déléguée aux Français de l'étranger sous la mandature de François Hollande, évoquait le cas de 12 à 15 jeunes filles menacées de mariage forcé. Cependant, le Haut Conseil à l'intégration indiquait déjà en 2003 que 70 000 personnes en France étaient menacées par ce souci. Et donc, c'est un sujet qui nous touche toutes et tous. En fait, lorsque l'un des époux a été contraint, on parle de mariage forcé, et c'est donc un motif valable pour rompre un mariage. Le consentement consensus, la racine con veut dire avec, donc on ressent ensemble, c'est nécessairement à deux, un consentement par définition et mutuel. Et donc, si l'un des deux époux arrive à prouver qu'il n'a pas été consentant à ce mariage, il peut en demander l'annulation. Cependant, ça nécessite un passage devant le tribunal. Il faut savoir qu'il y a un délai de 5 ans pour annuler un mariage, donc ça nécessite des procédures. Et la plupart des demandes, quand elles sont faites, ne peuvent aboutir, puisque ce sont des cas en fait, de personnes qui sont binationaux et qui se sont mariées à l'étranger. Et donc, lorsque la personne est de nationalité française, il peut, en cas de mariage à l'étranger, où il est nécessairement présent, il peut se rendre au consulat et aux ambassades de France. Mais s'il a la double nationalité, c'est problématique, puisque la France ne peut plus donc faire ingérence dans ses affaires. Et on a pour cela de nombreuses jeunes filles, puisque c'est un problème essentiellement féminin, qui, notamment en Afrique saharienne, subsaharienne, et dans certaines communautés de certains pays d'Asie. Donc des jeunes filles qui ne peuvent en réalité se défaire de ce mariage dans lequel elles ont été forcées. Et c'est finalement un mariage qui donne presque lieu à un viol en bande organisée, qui est entouré d'une forte omerta, puisque c'est la famille qui a poussé, c'est la communauté. Et ce qui empêche en réalité toutes ces personnes à sortir de ce mariage profondément nocif et dans lequel elles n'ont donné aucun consentement et qui de facto, de droit, devrait être invalidé, mais qui de fait ne peut l'être. Cependant, ce consentement au mariage n'est pas le seul consentement. J'ai évoqué tout à l'heure le consentement dans le mariage. Et donc, il faut bien se réaliser et prendre conscience que la violence n'est pas l'apanage des mariages forcés. En effet, chaque année, plus de 200 000 femmes sont victimes de violences conjugales de leur part, donc de leur conjoint, mais aussi de leur ex-conjoint. Et les femmes représentent 87% des plaintes déposées pour violence. Donc à nouveau, je vais parler au féminin, même si c'est transposable au masculin, dans une moindre mesure certes, mais il en existe quand même. Ces violences dont sont victimes les femmes dans le mariage sont protéiformes. Donc on a d'abord des formes psychologiques, puis verbales, mais aussi des violences physiques. Et c'est sur celles-ci que je vais m'attarder, et sur un cas plus spécifique, qui est celui du viol conjugal. Donc
ce qui a lancé en fait notre réflexion, c'est qu'il y a en gros un an, il y a une radio qui a posté sur ses réseaux sociaux un sondage. Ils évoquaient le cas d'une auditrice qui était passée dans une émission radio et qui disait, je cite, que ça la dérangeait quand son conjoint lui faisait l'amour quand elle dort. Et donc à la question interrogeant la normalité de la réaction de cette jeune fille, 51% des gens qui ont répondu disaient que la réaction était anormale. Pourtant, faire l'amour à quelqu'un qui dort, je ne sais pas si je vous l'apprends, ça s'appelle un viol, puisque le viol, c'est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Dormir empêche de consentir, donc de fait, c'est un viol. L'erreur en abordant ce sujet, ce serait de se dire que c'est un simple problème de couple, puisque là, on a véritablement affaire à un souci de consentement et donc à un rapport de domination nocif. Le viol conjugal a souvent été balayé en fait, par beaucoup de gens au motif qu'il existerait un devoir conjugal. Donc en épousant, on se promet une communauté de vie, donc une communauté de lit. Alors c'est une interprétation qui est totalement erronée. À la rigueur, tout au plus, le devoir conjugal, ça peut être un motif pour divorcer, s'il a besoin d'un motif, mais c'est absolument pas un droit de contraindre son partenaire ou sa partenaire à une relation sexuelle non consentie. Donc heureusement, c'est un héritage assez moyenâgeux qui est mis à mal depuis pas mal de décennies. Donc en 90, déjà, on avait un juge qui avançait que la présomption d'innocence, de consentement, n'avait rien d'irréfragable, donc elle pouvait être remise en cause. Et petit à petit, cette notion de viol conjugal s'est ancrée dans le droit français et européen, puisqu'on a eu des jurisprudences européennes, jusqu'à ce qu'en 2006, une loi, dans une révision de la loi, un alinéa soit ajouté qui précise que le viol est caractérisé, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage, donc ce qui prouve véritablement que la prise de conscience de l'existence du viol conjugal a été faite, d'autant plus qu'en 2010, la présomption de consentement dans le mariage a été définitivement supprimée et on a ajouté aux circonstances aggravantes le fait qu'il existe un lien conjugal entre le violeur et sa victime. Donc la condamnation possible maintenant pour un viol conjugal est passée de 15 ans à 20 et donc c'est la prise de conscience véritable que le consentement d'un jour ne vaut pas pour le consentement de toujours. Pourtant, aujourd'hui encore, les condamnations pour viol sont très rares, et d'autant plus pour viol conjugal. On estime déjà que 10% des victimes de viol seulement portent plainte, par honte, par peur, parce que ça fait revivre un traumatisme, et parce que, de façon plus prosaïque, on est, notamment dans le cadre du viol conjugal, dans une dépendance économique, parfois, auprès de son conjoint, qui nous oblige à rester avec cette personne, bien qu'elle nous fasse subir ce dont, par définition, on ne veut pas vivre. Et de plus, beaucoup de victimes ne savent pas, on refuse de se dire qu'elles ont été victimes de viol conjugal, mais plus grave encore, ce sont les policiers ou bien les magistrats qui leur refusent ce terme. Et je pense que là, il y a des véritables progrès d'accompagnement à faire qui sont en train de commencer à être enclenchés. On a notamment maintenant dans les formations pour les nouveaux gendarmes, tous suivent une formation pour l'accueil des femmes victimes de violences conjugales et de viols conjugaux. Et donc, on a un changement des mentalités qui s'accompagne dans cette reconnaissance véritable de l'existence d'un viol conjugal qui est on prend acte véritablement que le mariage est une institution qui repose sur un consentement mutuel, même si c'est un pléonasme, le consentement, je l'ai dit, est nécessairement mutuel, et que si on a longtemps considéré la primauté absolue du consentement masculin, que ce soit celui du père ou du mari, le consentement de la femme est de plus en plus pris en compte dans le mariage, mais aussi avant le mariage. Et donc, c'est un sujet qui est profondément d'actualité, parce que le temps que je lise je lise ce que j'ai écrit et que je fasse cette présentation, on estime que plus de 30 fillettes de moins de 15 ans ont été mariées à travers le monde de force, et que statistiquement, près d'un jour sur 3, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint en France, que potentiellement cela nous concerne toutes et tous, et qu'il est nécessaire d'agir et surtout de réagir, de s'informer et de lutter pour les droits dans le mariage et au mariage.